L'ambition pour toi, qu'est-ce que c'est ? Ça m'a plu que tu viennes me chercher là-dessus, justement, quand même. Ça m'a poussé aussi dans ma réflexion. Quand j'écoute les uns et les autres, ouais, moi, mon ambition, c'est de devenir numéro 1 dans ce secteur-là et tout ça. Moi, c'est pas ça du tout mon truc. Je vois bien que s'il fallait que je devienne comme ça, pourquoi pas, hein, mais je serais obligé d'aller contre mes valeurs, parce que être numéro 1 de guide de Loire sur la Loire, ça veut dire emmener plus de monde, faire plus de chiffres. Mais ça respecte pas ce que ta vision des choses. Donc la première ambition, c'est de réussir à me mettre à mon compte, tout en tenant compte de moi. C'est déjà une sacrée ambition de réussir cette équation que je trouve assez complexe, qui est nouvelle. Et la deuxième, c'est que je réussisse mon coup, que les gens ils accrochent, qu'il se passe quelque chose de ce point de vue-là, que j'arrive à les nourrir, qu'ils découvrent quelque chose qui leur donne envie. Donc il y a à la fois maintenant cette ambition personnelle que j'essaye de mettre en premier, je me ressens sur moi. Puis deuxièmement, cette ambition, c'est faire revenir les gens vers la nature, leur donner du plaisir, aller dans la nature. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Enquête d'ambition. Alors cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Nous ne sommes pas au labo, nous sommes à la Villa Dunois, en plein cœur d'Orléans, pour filmer ce nouvel épisode d'Enquête d'ambition. Alors je voudrais remercier d'abord Gaëlle Wargeld d'Opic, parce que c'est grâce à elle qu'on peut avoir ce superbe lieu pour tourner ces épisodes. On a 3 épisodes ici à la Villa Dunois en plein cœur d'Orléans, je l'ai déjà dit. Et vraiment un grand merci à Gaëlle, grâce à Opic, parce que cette demeure fait partie de son catalogue sur son site internet. Je rappelle, Opic, c'est une solution qui permet de faire du coworking dans des lieux atypiques. Donc nous avons la chance de pouvoir tourner ici aujourd'hui à la Villa Dunois, et je remercie aussi Albert Mouni, le propriétaire, de nous avoir gracieusement prêté ce lieu. Je remercie également les autres partenaires qui nous aident dans le développement de ce podcast. Le labo, même si on ne tourne pas aujourd'hui au labo, le labo nous aide dans le développement et nous permet nous permet d'avoir des lieux pour pouvoir tourner aussi nos épisodes. Et je remercie également Orléans Capital de Thomas Moisan, qui permet également de diffuser nos épisodes sur ces plateformes. Je remercie également Deal Street de Steven Laplanche, qui me permet d'être filmé, et donc du coup vous pouvez me découvrir grâce à lui. Alors aujourd'hui, on va présenter Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Alexandre. Ça va bien ? Ouais, ça va bien, ouais. T'es content d'être là ? Ah, carrément, ouais. Ah, j'ai l'impression que là, on va avoir une bonne demi-heure pour parler de ton parcours. Alors Sylvain, toi, très brièvement, c'est Castor et Bivouac. Ouais. C'est quoi ? En un mot, une phrase, qu'est-ce que c'est ? En un mot, une phrase, c'est déconnexion sur la Loire, en bivouac, observer la faune sauvage, à se retrouver, à aller explorer des îles sauvages, à se laisser porter par le fleuve. Voilà, en quelques mots. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? Comment t'en es arrivé là ? Alors, comment j'en suis arrivé là ? Mon parcours entier ? Ouais. Allez, on y va. Allez, on y va. Ben, moi, au départ, je suis né en région parisienne. Donc plutôt dans du béton, on va dire. Et puis je me souviens très bien, c'est vers la 4e, j'ai eu un flash, une envie. Mes parents m'emmenaient à la montagne et tout ça, dans la nature. Là, j'observais les oiseaux et là, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Voilà. Donc après, du coup, je me suis orienté sur des études de biologie. J'avais envie d'étudier les animaux. Je suis devenu ingénieur écologue. J'ai eu la chance de travailler sur le suivi du castor et de la loutre sur le bassin de la Loire, puis après sur les étangs de Sologne. Donc là, il y a un lien, là, le castor. Ouais, on commence à voir le truc arriver. Et puis, le déclenchement, entre guillemets, c'est 2019, un gros burn-out qui me fait poser beaucoup de questions. Le Covid. Parce que là, on est avant. C'est pas le Covid. Non, c'est pas le Covid. Ça a peut-être un peu aidé, mais c'est pas le Covid. Et là, je me dis, voilà, j'ai envie de... on va peut-être y revenir, hein, mais voilà, c'est là que l'idée vient. Je pratiquais déjà cette activité à titre personnel. Et là, je me suis dit, je me lance à mon compte. C'est complètement nouveau pour moi. Et je crée Castor et Bivouac. T'as fait le grand saut. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Et l'écologie, parce que voilà, on est dans l'écologie avec Castor et Bivouac. Ouais, d'une certaine manière, ouais. L'écologie pour toi, c'était quelque chose qui représentait... c'était important déjà avant Castor et Bivouac ? Oui, complètement. Mon métier d'avant, ingénieur écologue, c'était un métier passion.
C'est quelque chose qui venait, comme je l'ai dit, de l'enfance. Observer les animaux, tout ça, c'était vraiment une passion. Donc j'ai suivi ce fil de la passion et je souhaite continuer à le poursuivre aujourd'hui, mais d'une autre manière, plus libre, plus créative, plus au service de moi. Voilà. Donc là, les jours concrètement, toi qui étais, c'était métro boulot dodo, même si c'était un métier passion, mais il y avait un petit peu cet esprit-là dans ton ancienne vie. Ouais. Pas à 100%. Non, pas à 100%, parce que quand on fait un métier... Alors, je donnais beaucoup, d'où le burn-out, c'est que je prenais pas assez soin de moi. J'avais ce côté un peu que peuvent avoir les soignants aussi, ouais, on va sauver la planète et tout ça, on prend pas soin de soi, on s'épuise, et puis voilà. Puis un jour, le corps, il dit stop, et voilà. Mais je donnais trop pour mon boulot, comme beaucoup d'hommes d'ailleurs, où il n'y a que la vie professionnelle, alors que j'ai eu aussi 2 petites filles, et tout ça fait que, voilà, je pense que c'est assez classique. La vie personnelle était un peu mise de côté. Exactement. Et du coup, il y a ça aussi dans cette idée. C'est aussi être un peu plus inspirant vis-à-vis de mes filles, faire un boulot qui me plaît et essayer, entre guillemets, même si je découvre aussi l'entrepreneuriat et que c'est pas si simple, voilà, c'est pas non plus. On va revenir dessus, ouais. Mais voilà quoi, comment continuer à vivre de ma passion en prenant plus soin de moi et en retrouvant plus de sens, plus proche de mes valeurs, voilà. Donc maintenant, tes journées, comment elles sont rythmées avec Castor et Bivouac? Alors, déjà c'est un métier saisonnier. Donc ça c'est... Donc tu as 6 mois de l'année où tu travailles, ouais. Et 6 autres mois où tu prépares l'année d'après? Alors oui, mais comme il faut bien faire bouillir la marmite aussi, je suis en train de découvrir le truc. Là j'ai travaillé un petit peu en intérim avant la saison. Donc voilà, je ne sais pas encore à l'avenir ce que ça donnera les intersaisons. J'aimerais bien pouvoir trouver une autre activité. L'idéal ce serait pouvoir de vivre toute l'année avec mes 6 mois d'activité, évidemment. Et puis pouvoir profiter des 6 autres mois, soit pour m'inspirer, pour préparer la saison, voyager, j'aurais envie. Mais voilà, les choses se mettent en place. Donc là, on est bientôt mi-avril, enfin le mois de mai va arriver. Je commence réellement au mois de mai la saison. Donc là, je suis en plein rush pour préparer la saison, la com, le matériel, aller voir les partenaires, etc. Et puis ensuite, sur la saison, ça va être évidemment la partie encadrement de bivouac sur la Loire, etc. Pendant lesquelles je suis complètement focus sur mes clients, sur le produit. Et puis entre les deux, je range, je prépare le séjour d'après, je réponds aux clients, je continue ma com, etc. etc. Donc concrètement, je suis un client, je suis intéressé par tes services, je t'appelle, ouais. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Alors, je peux proposer plusieurs choses. Le plus simple, c'est simplement une après-midi sur la Loire, voire une soirée, où là, on part en canoë. Moi, je suis guide, donc je m'adresse plutôt à des gens qui loueraient pas eux-mêmes des canoës, qui voudraient pas y aller, qui oseraient pas, peut-être, la Loire peut faire peur, ou des gens qui pourraient louer des canoës, mais qui ont envie d'avoir un plus, que ce soit en termes de sécurité et surtout sur ce que moi j'offre, c'est le partage de ma passion sur la faune sauvage. C'est-à-dire que moi, je connais les oiseaux, je connais les castors, je connais les libellules, je connais les courants de la Loire. Et donc, quand je vais voir tout ça... Tu vas leur transmettre toutes tes connaissances. Exactement. Je vais voir un balbuzard pêcheur, par exemple, qui est un aigle pêcheur absolument magique sur la Loire, qui fait du surplace et qui va pêcher les poissons. Voilà, je vais le détecter d'assez loin quand il arrive et je vais dire, regardez, c'est ça, je vais leur expliquer comment on le reconnaît. Et puis, on va passer du temps à l'observer. Si jamais ils avaient simplement loué des canoës, peut-être ils n'auraient pas vu cet oiseau-là, peut-être ils n'auraient pas vu ce que c'était, ils seraient passés à côté. C'est une visite guidée aussi. Exactement, c'est une visite guidée. Donc ça, c'est la partie un peu simple. Donc je fais aussi des soirées, donc là c'est sympa parce qu'on finit de nuit. J'aime bien ça, les soirées. On a le coucher de soleil, puis ensuite après on a l'ambiance nocturne. Exactement, exactement. Je propose juste un petit apéro dans la première heure, on s'arrête sur une île pour se mettre au diapason du fleuve. Souvent, c'est en soirée, les gens, ils arrivent soit après le boulot, un petit peu, voilà, la journée a été dure, donc voilà, ou alors ils arrivent de loin, ça peut être des Parisiens aussi parfois, ils sont un peu speed, un peu stressés.
cool, on se pose sur une île, un petit apéro de Loire avec des petites terrines de poisson, un petit vin de Loire, on prend son temps, s'il y a des oiseaux qui passent, on en parle, et après, c'est là que ça démarre vraiment, le crépuscule arrive, on reprend la navigation, et on va finir de nuit à Beaugency, et là, les gens, il y en a plein qui me disent, mais comment ça, on va naviguer de nuit, on va rien voir, mais si, on voit quand même quand il n'y a pas de lune, et là, on est dans une autre ambiance, on a vu les oiseaux qui allaient se coucher, on en commence à entendre les chouettes, les chauves-souris qui arrivent, c'est un monde parfois les totalement castors, différent. complètement, même pour les gens qui connaissent la Loire, j'imagine, à Orléans, tout le monde passe sur les ponts, les quais, mais en fait, il n'y a pas ce temps d'aller voir la Loire à un moment où on n'y est jamais. Voilà, donc ça c'est pour les choses qui sont un peu, je dirais pas classiques, ça sort déjà de l'ordinaire. Et ensuite, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, j'emmène mon public en bivouac, c'est-à-dire qu'on part... Donc là, on y dort. On y dort. 2 jours, 1 nuit ou 3 jours, 2 nuits, c'est encore mieux pour se déconnecter. J'emmène tout, les gens n'ont pas besoin de s'occuper des repas, du couchage, etc. Là, c'est pareil, on se met au rythme du fleuve, on trouve une île le soir, on l'explore un peu, on regarde où on va s'installer, on va chercher un peu de bois pour faire la cuisine au feu de bois, et ben voilà, là, on n'a plus qu'à s'occuper que de l'essentiel, prendre ce qui vient. Moi, j'aime bien ne pas avoir ce côté où j'ai fait des repérages, je sais les choses qui vont arriver. Non, la nature, c'est pas ça, la Loire, c'est pas ça. Elle va nous offrir... C'est pas confortable pour moi, parce que des fois, j'aimerais bien pouvoir toujours montrer des castors, savoir, voilà. C'est pas ça. Voilà. Et ce que j'ai envie aussi de montrer aux gens, c'est ça, la nature, savoir prendre ce qui vient. On n'est plus dans le contrôle. On meurt un peu de ça aujourd'hui, hein. Beaucoup de gens, on veut contrôler notre vie, on veut... Voilà, non, là, on va prendre son temps, on va profiter du crépuscule qui arrive, et puis on va dormir. Pour certains, c'est dur d'aller dormir sur une île. Dormir à la belle étoile. Exactement, c'est déjà une micro-aventure, entre guillemets. Voilà, donc moi, c'est ce que je préfère. Et puis, il y a le lendemain matin, avec le soleil qui va se lever, une ambiance un peu différente. Et puis, on va reprendre la navigation tranquillement. Si on a 3 jours, c'est formidable. Le 2e jour, je l'adore. On sait que le soir, on a encore un 2e bivouac. Wow. Et là, le temps s'arrête, on regarde plus sa montre, on sait plus où on en est, on a les pieds dans le sable, on profite. Justement, voilà. c'est ce que tes clients recherchent aussi. Oui, tout à fait. Comme tu disais, on est dans une société où tout est contrôlé par le temps. Oui. Il faut aller de plus en plus vite, il faut produire. Exactement. Là, on est dans le temps s'arrête. Exactement. C'est pour ça que je propose. C'est pas quelque chose de spécialement sportif. Parfois, les gens ils me disent mais on va faire combien de kilomètres ? C'est pas la question. C'est contemplatif. Relativement. Oui. Alors évidemment, contemplatif avec la nature, on peut être jamais totalement contemplatif. Oui, parce qu'il faut quand même. Il va falloir faire des choses. Il se peut que le vent se monte. On va se retrouver un petit peu plus dans le dur, entre guillemets, puisque ça reste quand même accessible. Mais voilà, il se peut qu'un jour il y ait de l'orage. On va se prendre une ondée. Donc voilà, on n'est pas sur le bord de plage avec du beau temps en permanence. On a le quotidien de la vie sauvage, comme les animaux en fait. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de côté sportif. Moi, je propose quelque chose qui est aussi, qui moi me donne des contraintes, mais que je trouve très intéressant, c'est que pour les bivouacs, la navette vient nous chercher où on arrive. Donc on n'a pas un endroit fixe où il faudra arriver. On n'est jamais en retard en fait. Voilà. Et si jamais je suis avec un groupe... C'est comme une montgolfière, on se pose là où... Exactement, et la navette vient nous chercher là où on arrive. Moi, en tant qu'entrepreneur et guide, j'ai pas regardé ma montre pour forcer mes clients à avancer, ou au contraire, je me dis mince, on va arriver trop vite. Et puis eux, ils n'ont pas de questions à se poser non plus. Si je vois que le groupe il est fatigué, peut-être on va s'arrêter plus tôt. Je tâte avec eux, j'essaye de co-construire entre guillemets aussi le séjour avec le groupe au fur et à mesure. Donc tout ça, l'objectif, c'est vraiment de se déconnecter, de retourner à l'essentiel, de retourner à soi et de prendre le temps de découvrir des choses qu'on ne peut pas découvrir quand on est toujours un peu speed sur les écrans. Donc ils sont plus zen quand ils repartent. Oui, j'espère bien. En tout cas, moi, c'est le bien que ça me fait, c'est le pari que je fais, c'est que ça va marcher aussi avec mes clients. Et sur les premiers retours que j'ai de l'année dernière, ils ressortent, ils ont la banane. Il y a eu une parenthèse, voilà, dans le temps. Et mon souhait, à travers ça, mon ambition, puisque c'est aussi le sujet, c'est d'aller toucher quelque chose chez eux. C'est qu'ils se posent des questions aussi sur leur mode de vie, sur ce que la nature peut leur offrir. C'est pas juste un loisir, en fait, de mon point de vue. Pour moi, c'est un besoin vital d'aller régulièrement dans la nature, me faire une pause, observer les animaux, ça me pose plein de questions, ça me fait du bien, en fait. Et aujourd'hui, je vois bien que dans la société, on est de plus en plus coupé de la nature. Hein. Une grosse partie des problèmes que l'on connaît aujourd'hui, c'est ça. Que ce soit parce qu'on ne tient pas assez compte de l'environnement, les problèmes de santé mentale aussi aujourd'hui. Tout ça, c'est bien parce qu'il y a des soucis, quoi. Et je veux leur montrer qu'en fait,
en se prenant du temps pour soi, en allant dans la nature, en apprenant des choses, en se coupant de tout ce qui est un petit peu difficile aujourd'hui, qui nous accapare, waouh, voilà. Ouais, c'est ça que j'ai envie que les gens vivent avec moi. Ouais. Bah justement, tu m'as fait une perche, donc on va rester sur ce côté-là. Pour toi, effectivement, le monde prend une mauvaise direction. Bah oui. Le monde humain. Bien sûr, le monde humain, mais le monde humain et le monde naturel, puisqu'on voit bien les conséquences qu'il y a sur le monde naturel. Alors bon, de mon point de vue, le monde naturel, il s'en sortira tout seul, on l'a bien vu pendant le Covid, quand l'homme arrête ses activités, tout reprend. Donc il y a une pédagogie pour toi, un petit peu. Oui, bien sûr. Ils viennent dans un premier temps pour se déconnecter, je Oui. pense que c'est ça vraiment Oui. leur première volonté. Et pour toi, l'idée, c'est aussi de leur dire, pendant ce parcours, pendant cette immersion Oui. naturelle, si je peux vous donner quelques clés pour apprendre la nature, comment elle fonctionne, Exactement. et apprendre le respect de la nature, peut-être que ça peut leur donner des clés pour après. Exactement. En fait, voilà, on disait tout à l'heure, je continue ma passion pour la nature, pour la conservation de la biodiversité, mais d'une autre manière. En fait, je me suis rendu compte dans mon métier d'avant, je me tuais un peu à la tâche à essayer de convaincre, trouver des financements, monter des programmes de recherche et développement, etc. Sauf qui avec des beaux résultats. Sauf qu'en fait, je m'apercevais que les gens que j'avais en face de moi, ils ne savaient pas de quoi on parlait quand je parlais de biodiversité, de faune sauvage, etc. Ils n'étaient pas touchés par ça. Et On est déconnecté. oui, mais je prends un peu l'exemple de, je sais pas moi, la famine en Afrique. On voit les petits Africains qui vont crever à la télé. Bon, les images sont dures, mais en fait c'est loin tout ça. C'est un peu étonnant à dire, mais juste à côté de chez nous, il y a cette nature aussi qui tout doucement est en train de s'abîmer, de dépérir, parce que on la connaît pas. Et de mon point de vue, c'est plus que ne pas la connaître. On n'a pas été touché, on n'a pas vécu d'émotion avec cette nature. Et du coup, comment protéger quelque chose si on le connaît pas, si on n'est pas attaché à quelque chose, vous voyez ? Donc il y a ce côté-là où moi j'ai envie qu'à travers cette expérience, les gens, voilà, que ça les transforme eux-mêmes et ils se disent tiens, mais ouais, ça me fait du bien, j'ai envie d'en savoir plus. Voilà. Alors évidemment, je traîne un paradoxe, c'est que si je donne envie aux gens, ils vont avoir envie de faire eux-mêmes. Voilà. J'aurais gagné, bien sûr, je serais content, parce que moi j'ai un point de vue où je préfère, on avait parlé un peu d'écologie humaniste avant l'entretien, oui. et moi mon point de vue c'est que pendant longtemps on a dit parfois il ne faut pas que l'homme aille dans la nature, on veut des réserves, voilà. Oui, mais comment justement sensibiliser l'homme? Exactement, comment vivre des émotions si on est en dehors? Donc moi je préfère prendre le risque d'emmener les gens dans la nature pour les toucher. T'imposes des règles, t'imposes des cadres. Exactement, mais je leur apprends les règles pour respecter cette nature et qu'on puisse continuer encore longtemps à profiter de cet espace de liberté, ici en tout cas qu'est la Loire. Voilà. C'est le fleuve sauvage. Exactement. C'est même le seul fleuve qui n'a pas été urbanisé comme les autres en France. Oui, globalement. Alors, on pourrait chipoter, mais il y a quand même deux grands barrages, il y a quand même des choses comme ça. Mais je veux dire, quand tu compares avec la Seine, le Rhône, tout à fait. Peut-être que la Garonne est le moins des trois autres. Ouais, je sais pas, mais la Loire reste quand même assez préservée. Bien sûr, et on le voit avec ces bancs de sable qui bougent. C'est ce qui a fait que, justement, elle ne permet pas non plus, comparée aux autres, à être aussi urbanisée. Exactement. Elle reste sauvage et on n'a pas vécu encore ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu de grosses crues, mais ça peut arriver d'un jour à l'autre, une très grosse crue, et on verra que malgré les levées... C'est ça aussi peut-être qui te plaît, je ne sais pas, moi c'est ce côté qu'on ne peut pas la contrôler. Oui. Elle est indomptable, oui. Et donc du coup tu te retrouves contemplatif dans cette nature qui t'impose, qui te dicte sa loi aussi. C'est d'une certaine manière remettre l'homme à sa place. Et justement, quand moi je pars en bivouac, et c'est aussi ce que j'ai envie de faire sentir aux gens, c'est une aventure. Pour moi, la définition de l'aventure, c'est qu'on part vers de l'inconnu. C'est à la fois un plaisir, c'est à la fois une peur, parce qu'on ne va pas tout contrôler. Il va se passer des choses chouettes, des choses peut-être moins chouettes. Justement, moi, en tant que guide, je suis là pour borner, pour assurer la sécurité et tout ça, mais j'emmène les gens vers de l'aventure. Et c'est ça que j'ai aussi envie aujourd'hui que les gens vivent. C'est de l'aventure. On prend un petit risque peut-être, mais on va en retirer beaucoup.
On va en retirer beaucoup personnellement. Et donc voilà, moi je fais le pari malgré ce paradoxe dont je parlais là, que je préfère emmener les gens dans la nature, leur donner les règles pour vivre au mieux et peut-être y retourner eux-mêmes en respectant, emmener leurs enfants, etc. J'aime bien aussi emmener les familles. Hein. Voilà, je préfère faire ce pari-là plutôt que d'être dans quelque chose où pour préserver, on interdit tout. Mais de mon point de vue, on passe à côté de quelque chose parce que l'homme vient de la nature, historiquement. Là, on est en train de s'en couper et je me dis c'est dommage. Et comme moi, ça me fait un bien fou, je me dis il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas un bien fou aux autres personnes. Et je sens aujourd'hui qu'il y a cette envie de retour vers la nature, d'avoir des gens qui nous guident, qui vont nous montrer les choses parce qu'on s'en est coupé. Donc je fais ce pari-là et voilà, ça me plaît beaucoup, je crois, de transmettre ma passion et voilà. Donc écologie, pédagogie, découverte. Ouais. Castor. Et Castor. Si on a la chance de pouvoir. Exactement. Alors le Castor, c'est quoi tes anecdotes justement de découverte est-ce que tu es rentré, tu as été nez à nez avec. Alors à titre personnel, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Avant que je monte Castor et Bivouac. Hein. Mais depuis, non. Depuis, avec des clients, c'est plus compliqué. Parce qu'évidemment, je peux être moins prêt, et l'objectif, c'est aussi de respecter. Mais j'ai quand même une anecdote l'année dernière, dans une de mes premières soirées. J'avais pas encore beaucoup de monde, j'ai eu une maman et son fils. Alors, au fur et à mesure, je commence à refuser sur le plan économique, emmener que 2 personnes. Voilà. Mais là, il fallait que je me teste et tout ça. Et donc, j'arrive sur une petite île, je savais qu'il y avait des castors dans le coin. Et puis, justement, je commençais quand même à regarder ma montre sur le déroulement de la soirée. Je dis, mince, normalement, et d'habitude, il arrive par là-bas et tout. Alors je leur montre d'autres choses en attendant, je me dis bon tant pis, je leur dis dans 5 minutes, s'il n'y a rien on s'en va. Puis les 5 minutes arrivent, bon je dis on va y aller, je me retourne et en fait à 10 mètres derrière moi il y avait un castor qui venait d'arriver, qui commençait à grignoter. Alors je leur dis vous faites pas de bruit, on se met accroupi et il n'y avait pas de barrière quoi, hein. Il nous avait pas vus et il était en direct comme ça. Et waouh, là la récompense, alors pour moi c'est toujours un plaisir renouvelé, je n'arrive pas à m'y faire, c'est toujours aussi chouette de voir un mammifère d'aussi près, voilà, là on vit une émotion parce que l'animal il est près, il n'est pas de loin quoi. Et alors voilà, la mère et son fils, on était heureux et on a eu la chance d'en avoir encore 3-4 jusqu'à la nuit, voilà, la soirée pour moi elle était gagnée et c'était un moment exceptionnel et ils sont repartis avec la banane aux lèvres, voilà donc voilà quand ça se passe comme ça, moi c'est top quoi. On va essayer un petit peu de parler de ton ambition, parce que là, je vois vraiment qu'effectivement, tu en parles, c'est dans tes tripes. Complètement. Mais revenir un petit peu à l'initiale, l'ambition pour toi, si tu devais me le décrire, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour moi, elle est double. Elle est d'abord personnelle, puisque je me suis rendu compte avec mon parcours et cet événement un peu traumatisant du burn-out que je ne m'occupais pas assez de moi. Donc la première ambition, c'est de réussir à me mettre à mon compte tout en tenant compte de moi. Et alors, ça peut paraître, quand on en avait discuté, hein, moi j'ai regardé un peu alors, l'ambition, et c'est un terme qui ne me parlait pas au départ. Et puis quand j'écoute les uns et les autres, moi mon ambition c'est de devenir numéro 1 dans ce secteur-là et tout ça. Moi, c'est pas ça du tout mon truc. D'abord parce que je vois bien que mon activité... Je rassure, il n'y avait pas que ça. Hein. Il n'y avait pas que ça, mais ça a été un des sujets parce que ça m'a plu que tu viennes me chercher là-dessus, justement, quand même. Ça m'a poussé aussi dans ma réflexion. Donc, je vois bien que s'il fallait que je devienne comme ça, pourquoi pas, hein, mais je serais obligé d'aller contre mes valeurs parce que être numéro 1 de guide de Loire sur la Loire, ça veut dire emmener plus de monde, faire plus de chiffres. Mais ça ne respecte pas ce que ta vision des choses. Ça ne respecte pas. Donc, moi, c'est vraiment déjà, pour moi, c'est un sacré défi quand même. Hein. J'ai 47 ans cette année. Se lancer à cet âge-là avec une famille et tout ça, un nouveau métier quand même, même si vous voyez, il y a une filiation, mais il y a des sacrifices. Oui, donc, c'est loin d'être évident. Il y a cette histoire de saisonnalité que je ne maîtrise pas encore. Ça a été bien accepté auprès de ta famille ? Alors oui, parce que ma femme, elle a fait le saut avant moi. Elle est déjà pas mal dans son genre. Elle a quitté un boulot d'ingénieur au Muséum de Paris pour créer une école alternative à l'époque où j'avais encore mon boulot. Donc elle a même pu te donner des pistes. C'est elle qui, d'une certaine manière, qui t'a poussé, qui m'a poussé, qui m'a fait prendre confiance en moi, qui tient un peu la baraque, comme on dit. Faut être très clair. Plein de gens disent c'est super ton truc, mais derrière j'ai une femme exceptionnelle. Donc il y a ça aussi. Mais donc voilà, donc réussir à rien que ça, à créer mon activité, que j'en vive. Ce qui n'est pas encore gagné, puisque c'est ma vraie première année, j'ai commencé un peu l'année dernière. Pour moi, déjà, c'est une ambition exceptionnelle, ça, tout en respectant la plupart de mes valeurs. Donc ça, waouh, quoi. Si moi, dans 3-4 ans, on se revoit et j'ai réussi ça, waouh, ce sera ton ambition, incroyable. en fait, ça serait plus
Pour toi, l'ambition, c'est respecter tes valeurs personnelles avec ton engagement professionnel. Ouais, et que ce soit quand même valide économiquement. Et économiquement, que ça soit viable. Mais oui, parce que mon boulot d'avant, je travaillais dans la fonction publique, j'étais contractuel certes, mais le salaire il tombe, que tu bosses pas. Alors moi je bossais trop parce que c'est une passion, mais tu te poses, voilà. Donc là je vois bien qu'il faut faire bouillir la marmite quand même. Donc, quand même. Exactement. Donc il y a cet aspect économique que je découvre, qui est pas dans ma culture au départ. Oui, c'est pesant quand même. On est bien d'accord. Voilà. Donc c'est pas gagné mon histoire de vouloir essayer de voilà. Donc ça, moi je trouve quand même que dans notre société actuelle, c'est pas quelque chose. J'ai du mal à trouver des gens qui m'inspirent d'ailleurs là-dessus. C'est pas si évident. Voilà. Donc ça c'est déjà de mon point de vue, moi d'où je viens avec ma personnalité, c'est déjà une sacrée ambition de réussir cette équation que je trouve assez complexe, qui est nouvelle. C'est pas que peut-être c'est très difficile, mais c'est nouveau. Mais t'as changé de paradigme. Et complètement. Voilà. Donc ça c'est la première ambition. Puis la deuxième, c'est que je réussisse mon coup, que les gens ils accrochent, qu'il se passe quelque chose de ce point de vue-là, et que j'arrive à les nourrir, qu'ils découvrent quelque chose qui leur donne envie. Donc il y a à la fois maintenant cette ambition personnelle que j'essaye de mettre en premier. Parce que pourquoi je me suis perdu, je me suis trop occupé entre guillemets des autres et de la nature. Tu te recentres. Voilà. Je me recentre sur moi. Sachant que l'entrepreneuriat, c'est pas évident pour ça, je suis en train de le découvrir. Voilà. Et puis, deuxièmement, cette ambition, c'est faire revenir les gens vers la nature, leur donner du plaisir, aller dans la nature. Et je m'adresse en particulier, ce qui est, je pense, plus compliqué, à des gens qui auraient peut-être peur d'y aller, quoi. J'aurais pu prendre un centrage un peu plus aventure. Donc m'adresser aux 25 ans, 35, ouais les gars, on va... Survival. Ouais, un peu bushcraft. Survival. C'est ça, voilà. Je suis pas très... Donc je dis pas que c'est facile, mais entre guillemets, le public, il est déjà conquis, ils ont déjà fait ils peuvent cumuler les expériences comme ça. Non, moi ce que j'ai envie, c'est tous ces gens qui voient la Loire de l'extérieur, la nature de l'extérieur. Au fond d'eux-mêmes, il y a une petite envie. Et puis crac, il y a plein de limites, il y a plein de croyances limitantes, il y a plein de peurs. Moi, c'est ces gens-là que j'ai envie d'emmener. Et peut-être c'est plus dur, c'est peut-être plus difficile. Je fais ce pari-là. Donc ça, c'est ma deuxième ambition. C'est l'ambition un peu plus professionnelle. Et puis, bien sûr, l'ambition économique, que ça fonctionne. Mais je vise pas à gagner des 1000 et des 100. Moi, si je peux m'acheter un beau canoë pour avoir le plaisir d'aller avec du beau sur l'eau, voyager un petit peu, emmener mes enfants, voilà, c'est des choses qui me suffiront, parce que avec ces notions que j'ai de l'écologie, vouloir énormément, pour moi, c'est pas compatible. Alors si on veut pas le voir, les gens ils y arrivent très bien, hein, et visiblement ça leur pose pas de problème, mais moi avec tout ce que j'ai vu, et pourquoi j'ai fait un burn-out, c'est que j'en pouvais plus de voir cette nature qui se dégrade, et tous ces gens qui voilà, moi j'avais envie que mes enfants ils voient la même chose que ce que moi j'ai vu, alors que moi je vois déjà plus ce qui existait avant. Et ça, les gens ne le voient pas. Et donc, il y a un moment, c'est une histoire de responsabilité. Quand on a vu ce que j'ai vu, quand on est sensibilisé comme moi, il y a un moment, si on est responsable, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Voilà. Donc, réussir à avoir quelque chose d'économique qui marche, en allant dans la nature, sans la dégrader, en faisant du bien aux gens, et qu'eux, ils repartent avec des savoir-faire qui vont leur permettre de s'autonomiser pour faire la même chose et le transmettre, et que, à ma petite échelle, small is beautiful, la boule de neige est grossisse, et moi j'aurais réussi mon coup, et c'est ça mon ambition, quoi. Voilà. En un mot. Waouh, ça va pas être facile. Castor et bivouac. Ouais. Comment tu peux me le décrire? T'as 30 secondes. En un mot? C'est dur ça. J'hésite entre deux. Parce que là, j'ai mon cadreur qui me fait... C'est l'heure, ouais, et puis le client est bavard. J'hésite entre deux, puisqu'il en faut deux. C'est déconnexion ou jouer. D'accord. Voilà. Ok. Parce que pourquoi je fais ça? Parce qu'en travaillant sur moi, voilà, le jeu... S'amuser à se déconnecter. Ça en fait deux. Ou se déconnecter en s'amusant. Mais voilà, il y a vraiment de ça. En un mot, l'ambition, ton ambition. En un mot. C'est un piège, j'avais pas prévu ça. Mon ambition, retrouver totalement mon enfant intérieur. Alors c'est pas un mot, mais c'est très joli. Voilà.
Comment on peut retrouver Castor et Bivouac sur Internet et les réseaux sociaux et tu regardes la caméra comme si tu t'adressais à tes clients? Eh bien, j'ai un site internet sur lequel toutes mes propositions sont là, avec les dates, les séjours. Et puis, je suis aussi présent sur Facebook, sur Instagram. Et vous me retrouvez également sur LinkedIn. Voilà. Et je vous dis à bientôt sur l'eau. Osez, n'hésitez pas à m'appeler pour vous poser les questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Le plus important, c'est de franchir le pas. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi. Ce fut un échange très constructif et très enrichissant. Merci.